Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Simone Siro. Simone qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle L'image du sportif parfait. Simone qui a commencé sa carrière, son parcours sportif à Massy et ce parcours l'a mené jusqu'au championnat du monde en 2015. Simone, pour moi, t'es une véritable source d'inspiration. J'aurais adoré petite pouvoir lire, avoir lu ton livre et aspirer à devenir quelqu'un comme toi. Alors c'est pas juste parce que tu as choisi une carrière de grande sportive et que tu as un handicap, mais c'est aussi des choses que j'ai trouvées dans ton livre, des propos extrêmement simples, extrêmement accessibles, et voilà, c'est vraiment un honneur de te recevoir dans Cheminement. Alors bienvenue dans Cheminement. Merci Marguerite, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle dans cet épisode de différents sujets. Déjà du handicap invisible, qui est la toile de fond de ton livre, mais aussi du poids du mental, à la fois de la préparation mentale, mais aussi, je dirais, du suivi, en tout cas de la part importante de la santé mentale dans ton parcours, dans ton histoire et a fortiori dans la préparation des sportifs, qui soient d'ailleurs porteurs d'un handicap ou non, mais particulièrement peut-être quand ils sont porteurs d'un handicap, parce que j'imagine que avoir un handicap, c'est quelque chose qui te pousse à pousser tes limites encore plus, tes limites physiques, mais tes limites mentales aussi. Donc on va parler de tout ça, et puis j'aimerais aussi qu'on dise un mot sur les JO paralympiques, qui est un sujet, je trouve, qui a été assez bien couvert cette année par les médias. Et pour commencer, je voudrais qu'on parle de ton livre. Tu commences ton livre à ta naissance. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était un choix très judicieux. J'étais assez surprise, pour être honnête avec toi, parce que c'est vrai que tout le monde choisit pas de commencer par sa naissance. Tu vas vachement dans les détails, mais par détail, j'entends c'est une introspection. J'ai l'impression que tu as fait. Pourquoi c'était important pour toi de commencer par le début ? En fait, moi, je commence tout simplement par ma naissance parce que c'est là où j'ai eu mon accident. Mon accident qui va tracer mon destin, tout simplement, parce que c'est là où j'ai ma pathologie. Donc, j'ai eu un arrachement du plexus brachial. Donc, le plexus brachial qui est les nerfs dans le cou. Il y a 5 nerfs, moi il y en a 2 qui ont été arrachés. C'est une mauvaise manipulation du médecin, donc mon bras a cassé. Donc de là, je vais avoir une paralysie sur le bras droit et je vais avoir 2 opérations à l'âge de 7 et 8 ans qui n'ont pas changé grand-chose. Donc je vais garder une paralysie partielle sur le bras droit. Donc c'est vrai qu'à la base, faire du sport, c'était pas prévu. Moi, donc, j'ai fait du handball, j'ai commencé à 10 ans et c'est vrai que ça va tout de suite me plaire. Je vais vraiment accrocher avec ce sport et du coup, je vais continuer tout simplement. Et voilà, en fait, j'étais obligée de commencer, pour moi en tout cas, commencer par l'accident tout simplement. Donc, si l'accident c'était à 15 ans, peut-être j'allais commencer à ce moment-là, mais là, c'était à ma naissance et je voulais vraiment commencer par cet accident-là, ouais. Et alors, comment tu te retrouves à faire du handball ? Parce que c'est ce que tu expliques aussi dans ton livre, tu as un peu 2 amours, tu fais un petit peu de rugby aussi. Alors, moi, je commence par le hand. À 10 ans, je commence par le hand et à l'âge de 12 ans, je découvre le rugby à 7. En fait, j'arrive par hasard au handball. J'en avais jamais vu à la télé. J'en avais jamais fait à l'école. Il y avait juste un oncle à moi qui jouait au hand et encore je l'avais jamais vu. Donc je vais y aller. Et en plus il me dit c'est cool parce que je suis gauchère. Être gaucher au hand, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus parce que c'est recherché. On sait tous qu'il y a plus de droitiers que de gauchers, mais vraiment sur le terrain, c'est un plus. Donc de là, je vais arriver au hand, je vais arriver dans ce club de Massy, qui est un club de garçons de base. Donc je serai la seule fille, ou 2, on est 2 filles en général. Et je vais tout de suite accrocher et je vais passer toutes les étapes pour les compétitions, les sélections, jusqu'à rentrer en sport-études. Et alors, c'était comment d'être dans un environnement où il n'y avait que des garçons ?
Déjà à la maison, j'étais dans un environnement où il y avait que des garçons. J'ai grandi dans un environnement où il y avait que des garçons et quand j'arrive dans ce club-là, c'était la suite. Il y avait encore que des garçons, mais finalement ça allait. J'ai fait ma petite place et il n'y avait pas trop de différence entre filles ou garçons. Donc j'ai fait 4 ans comme ça au club de Massy et c'est vrai qu'à l'âge de 14 ans, j'ai dû changer de club parce qu'après ils accueillaient plus les filles. Parce qu'il faut savoir que dans le monde du handball, les clubs, c'est rare qu'ils ont des équipes. Moi, c'est un club professionnel, donc c'est rare qu'ils ont une équipe de filles et de garçons professionnels parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc, soit ils se focalisent sur les garçons, soit ils se focalisent sur les filles. Et du coup, après, j'ai dû changer de club et aller dans un club qui se focalise plus sur les filles. Et là-bas, justement, quand tu jouais, comment ça se passait avec les autres joueurs et par rapport à ton handicap ? C'est vrai que quand je vais faire du hand, toute la partie jeune, on va dire de mes 10 à 18 ans, ça se passe super bien parce que à ce moment-là, moi, je ressens pas ma différence. Je fais tout comme les autres enfants. Moi, j'utilise beaucoup que mon bras gauche. Je saute, je tire. Je sens pas trop ma différence. C'est vraiment quand je vais rentrer dans le monde professionnel après mes 18 ans où là on va commencer à avoir des séances de musculation, faire des burpees, des pompes. C'est là où je vais ressentir clairement ma différence parce que je peux pas faire les exercices comme tout le monde. Alors que plus jeune, on fait pas de la musculation, on fait pas tout ça, donc on fait que du handball. Et à partir du moment où je faisais que du handball, là, j'avais aucun problème. Le sentiment que j'ai eu en lisant ton livre, c'est que sur la question de ton handicap, il est parfois visible, parfois visible, parfois invisible, parce que tu dis par exemple pour le public il est invisible, pour certaines personnes les personnes de mon équipe il l'est pas, pour ma famille il est visible, etc. Et c'est sans arrêt un jeu d'ombre et de lumière là-dessus. Oui, ça c'est même en dehors du sport, des gens que je connais pas, en fait ça dépend de la sensibilité des gens. Il y a des personnes qui vont venir tout de suite, ils vont dire mais qu'est-ce que t'as au bras ou qu'est-ce que t'as au cou. Et il y a d'autres personnes, ils vont jamais faire attention. Donc ça dépend vraiment des personnes. Après, oui, dans le sport, ça se voit à ma façon de courir, ma façon de tenir, les exercices que je peux pas faire. Donc oui, dans le sport, personne ne peut dire oui, j'ai jamais rien vu. Et après, c'est surtout que moi, j'ai fait toute ma carrière dans le silence de mon handicap parce que j'ai jamais parlé du handicap clairement. Et c'est vrai que dans la tête des gens, un handicap, c'est quelque chose de lourd. Donc moi, à partir du moment où je fais du hand, après, je passe toutes les étapes pour jouer à haut niveau. C'est vrai que les gens, ils vont pas se dire de eux-mêmes, c'est un handicap. Donc c'est vrai que moi, c'est surtout sur ce mot-là que j'ai jamais dit en fait. Et c'est vraiment quand je vais arrêter ma carrière à l'âge de 25 ans, donc c'est assez jeune, et de là tout le monde va me poser des questions, mais pourquoi t'as arrêté le handball aussi jeune ? Et c'est là je vais parler de mes soucis de santé. Et c'est là où la première fois où je vais dire le mot handicap, donc là j'avais 27 ans. Et donc de là tout le monde était choqué, tout le monde me posait des questions et je voyais que les gens, ils n'avaient pas forcément le temps de m'écouter, surtout. Donc, de là, je me suis dit, je vais écrire, ça sera beaucoup plus simple de me faire comprendre. Pourquoi tu dis ils n'avaient pas le temps de m'écouter ? En fait, souvent, les gens, ils vont me poser des questions, mais il faut répondre à leurs questions en 3 minutes. Et moi, je ne peux pas répondre en 3 minutes. Enfin, il y a trop de choses à dire. Ou sinon aussi, parfois, quand je vais parler, les gens, ils savent mieux que moi de ce que j'ai vécu, ou sinon, c'est moi qui abuse. Par exemple, là, je viens de faire une carrière de handballeuse professionnelle. Donc, les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle peut pas être en situation de handicap et avoir fait un sport qui sollicite les bras. Enfin, en gros, c'est style limite je mens, quoi. Donc, et là, pourtant, le fait d'avoir écrit un livre, bizarrement, là, je suis beaucoup plus crédible. Et le fait qu'on me lise, je me fais beaucoup mieux comprendre. Alors que quand je parlais à l'oral, les gens, ils écoutaient à moitié et c'est moi qui abusais, quoi. Voilà. T'as mis combien de temps à l'écrire ce livre ? En fait, le plus gros a été fait en 6 mois, on va dire. Et ensuite, là, avant de publier, j'ai mis 2 ans avant de publier parce que je savais pas vraiment si je voulais publier. À la base, c'était vraiment quelque chose pour mes amis, pour mes proches. Donc, j'ai mis 2 ans avant de publier.
j'ai un peu rectifié certaines choses. J'ai changé des petits trucs. Donc, vraiment, en gros, 2 ans et demi. Ouais. Et c'est ton premier livre? Ouais, c'est ça. Et quand on le lit, et je ne suis pas la seule à le dire, parce que je l'ai aussi fait lire à d'autres personnes de notre équipe, on a trouvé ça tellement accessible, tellement, je veux dire, en fait, c'est dur de mettre des mots sur sa pensée, c'est dur de trouver la bonne façon de raconter certaines choses. Et vraiment, le lisant, je sais pas, pour moi, c'est vraiment la définition d'un livre bien écrit, parce que tout est limpide. Tu vois, il n'y a pas de sous-entendu aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment excellent. Et je trouve que pour un premier livre, c'est génial. Et puis, tu l'as écrit assez rapidement, finalement. Oui. Après, moi, je ne suis pas écrivaine. Donc, j'avais une correctrice avec moi pour vraiment bien reformuler. Comme la plupart du temps. Non, mais pour bien reformuler mes propos, et que ce soit bien lisible aussi pour donner ce rendu-là. Et après, c'est vrai que le titre, c'est l'image du sportif parfait. Après, c'est vrai que... Et pas de la sportive. Non, pas du tout, parce qu'il y a plusieurs témoignages et je parle vraiment de tous les sportifs. Et c'est même pas que par rapport à mon handicap, c'est surtout pour dire on arrête de se cacher derrière cette image du sportif parfait, par rapport à tout ce que je raconte en fait. Et en fait, par rapport à ce titre-là, les gens parfois ils vont zapper, ils vont pas vouloir lire parce qu'ils vont dire le monde du sport, ça m'intéresse pas, tout ça. Alors que mon livre, il est vraiment ouvert à tout le monde. Je parle de tellement de sujets, pas seulement que du handicap, je parle des études, je parle des salaires des sportifs. En fait, je parle de plein de choses, plein d'idées reçues que les gens ils ont sur les sportifs de haut niveau, et que c'est tellement pas ça la réalité. Donc le livre, il est tellement ouvert à plein de publics et pas seulement qu'au monde du sport, justement. Donc voilà. Et j'imagine que la phase d'écriture, peut-être, t'a permis aussi j'ai l'impression qu'en mettant des mots sur les choses, en réfléchissant un peu à ce qui nous est arrivé, on arrive à voir les choses de manière plus claire et plus objective. Est-ce que écrire ton livre, ça a aussi été un peu une sorte de thérapie? Ah oui, non, mais moi, mon livre, ça a été clairement une thérapie. Ça m'a clairement aidée, et même aujourd'hui, avoir le retour des gens, pour l'instant, qui est 100% positif. Je m'attendais vraiment pas à ça. Le fait d'écrire comme ça sur sa vie, moi, à la base, je voulais seulement parler du handicap, et je pensais pas écrire finalement sur la santé mentale chez les sportifs de haut niveau. Donc, en fait, à chaque fois, il y a des idées qui me venaient, et à chaque fois, il y avait des souvenirs qui me revenaient, et plus j'écrivais, plus j'avais des souvenirs que j'avais enfouis en moi qui me revenaient, en fait. Alors la santé mentale, c'est effectivement un sujet aussi que je voulais aborder avec toi. Pourquoi ? Parce que en préparation des Jeux Olympiques, il y a énormément aussi de médias qui ont commencé à en parler. À la préparation mentale, c'est un sujet dont on parlait peu. Alors nous, on a à peu près le même âge. On va dire que quand on était petite, c'était même un sujet dont on ne parlait pas du tout. Cet aspect mental, le fait de toujours associer le mental et le corps. On parlait surtout du corps. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Est-ce que toi, par exemple, tu as un soutien psychologique ? Est-ce que tu as ressenti le besoin de beaucoup parler à tes amis ? Comment tu gérais cet aspect mental ? Sur la santé mentale, moi, côté psychologique, quand j'étais en sport-études, donc moi j'étais en sport-études de l'âge de 14 à 18 ans. Là, en fait, il y avait une psychologue, mais il y avait une psychologue pour 200 athlètes. Au Krebs où j'étais, et c'était vraiment des bilans assez rapides, hein. Il y avait pas de suivi plus que ça, mais il y avait une psychologue. Une fois arrivé dans les clubs professionnels, là, il y avait plus rien. Il y avait absolument plus rien, pas de coach mental, pas de psychologue. Et encore aujourd'hui, hein, si en fait on veut faire appel à une psychologue ou un psychologue, c'est à nos frais, et voilà, c'est en dehors du cadre du handball et du club. Donc non, pas du tout de suivi. Là, ça commence à arriver, hein. Il y a plus de formation pour ça, et surtout les coachs commencent à se former, parce que c'est très très important que les coachs voient l'aspect humain aussi. Et moi, en fait, ce que j'explique souvent, c'est que
quand je suis dans ce monde du sport de haut niveau, où je suis rentrée très très jeune à l'âge de 14 ans et j'en ressors à 25 ans, et ben on est dans cette bulle-là et en fait on n'a pas le temps de se rendre compte des choses qui se passent réellement. Et moi c'est vraiment en sortant de là, c'est comme si je me prenais une gifle et je me dis je viens de vivre tout ça pendant toutes ces années et je disais rien et je le voyais même pas parce que on est tellement focus dans le sport, dans le handball, chercher performance, toutes ces choses-là qui se passent, on le voit même pas en fait. Tout le monde le voit, mais c'est comme si on le voyait pas. Plein de petites choses qui se sont passées dans mes clubs. Le fait de dormir 1 mois et demi sur un matelas par terre en pleine préparation physique, être en coloc avec une autre jeune joueuse dans un petit studio. Enfin, toutes ces petites choses-là, normalement, j'aurais dû dire, mais c'est pas normal en fait. Mais en fait, on le voit même pas tellement qu'on est tout le temps là, dans les compétitions, on cherche à jouer. Donc, c'est même pas des choses où on va se dire c'est pas normal en fait. On vit comme ça au jour le jour. Et voilà, moi, c'est vraiment quand j'ai arrêté le handball où je me suis dit non, mais il y a trop de choses qui se sont passées là dans ce sport. Et c'est vraiment pas normal en fait. Et est-ce que tu pourrais nous citer d'autres choses dont tu t'es rendu compte ? Ce sentiment-là, je trouve, est hyper facile à comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce que, encore une fois, on fait un peu partie de la même génération et où il y avait énormément de non-dits. Et moi, je me suis rendu compte vers 30 ans de plein de choses, de plein de choses qui n'étaient pas normales, etc. Et c'est d'autant plus... Et parfois, je me dis, mais c'est fou, comment ça se fait que je m'en sois pas rendu compte avant, que j'ai pas tiré de conclusion, mis des mots. Aujourd'hui, maintenant, à 30 ans, 31, ouais. 31. Ça veut dire que j'ai un peu plus que ce que je pensais. Quelles sont les autres choses que tu voudrais peut-être pas forcément dénoncer, mais sur lesquelles tu voudrais alerter pour que peut-être des femmes plus jeunes que nous, sachent qu'il faut veiller à telle ou telle chose si jamais elles choisissent la même carrière que toi? Moi, clairement, j'explique pas mal d'exemples dans mon livre de plein de choses qui se sont passées. Enfin, je parle de mes salaires, la fois où mon club, ils ont arrêté de me payer, par exemple, comme ça, du jour au lendemain, sans vraiment de raison. Mais bon, c'était il y a 12 ans en arrière et j'avais 19 ans, ou 18 ans. Et en fait, ils pensaient qu'ils pouvaient tout faire, en fait. Et c'est vrai que moi, la chose que j'aimerais dire, je m'adresse souvent aux parents, du sens, quand vos enfants ils prennent des carrières comme ça, il faut vraiment avoir un suivi sur eux et pas faire confiance au club. C'est vrai que moi, tout s'est super bien passé en sport-études de mes 14 à 18 ans. Et peut-être les parents, ils pensent que par la suite, ça continue comme ça. Alors que pas du tout, dans les clubs, ça n'a rien à voir avec les structures sport-études. En plus, sport-études, c'est les parents, on va dire, qui payent. Donc, c'est un service qui est rendu. Alors que les clubs, là, c'est le contraire. C'est eux qui nous payent. Et on est un peu pris pour des produits. On doit être rentable. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et après, souvent dans mes clubs, j'ai vécu beaucoup de péripéties. Franchement, les parents de continuer à suivre leurs enfants et ne pas faire confiance aveuglément au club, ouais. Le sport, ça n'a pas toujours été facile, mais ça t'a apporté des belles choses aussi, ouais. On le voit. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Est-ce qu'il y a un côté... Enfin, moi, j'aimerais déjà comprendre... quand on est petit, on ne se rend pas compte, mais moi, je suis toujours fascinée par les gens qui font le choix de la carrière du sport, parce que moi, j'étais pas du tout comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a donné envie ? Est-ce que c'était, comme tu disais, le fait d'avoir des personnes autour de toi qui en faisaient et puis assez vite, quels ont été les bénéfices pour toi ? C'est vrai que souvent on me demande pourquoi j'ai choisi de faire du haut niveau. Je pense ma génération, personne n'a choisi de faire du haut niveau. Ça vient à nous en fait. On fait nos matchs, on est jeunes, on s'amuse. Et c'est vrai, on se fait repérer, donc on part sur les journées de détection, donc en fait ça vient tout seul, petit à petit. Moi je savais pas trop ce qui m'arrivait,
ma famille non plus, voilà, enfin on découvrait tout ça, quoi. On savait pas du tout quelle était la suite. Même moi, en sport-études, je me suis pas dit je vais être pro, je vais jouer en équipe de France jeune, et après en équipe nationale avec la RDC, faire un championnat du monde. Au début, c'est pas du tout ça. Au début, on fait seulement une passion. Et après, ça avance petit à petit. Il y a des gens, ils vont rentrer en sport-études, mais après, ils vont s'arrêter seulement en sport-études. Et il y en a qui vont devenir professionnels. Donc, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Et maintenant, de nos jours, les plus jeunes, tout de suite, ils savent. Maintenant, comme il y a beaucoup de sports à la télé, maintenant, tout de suite, ils savent, oui, je veux devenir comme Kylian Mbappé, je veux être handballeur, je veux être patineuse ou des trucs comme ça. Mais à l'époque, on voyait un peu de foot à la télé, mais ça s'arrêtait là. On n'en parlait pas du tout comme on en parle aujourd'hui. Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et maintenant, les parents même mettent ça dans la tête des enfants. Donc les enfants, ils savent tout de suite s'ils veulent rentrer en sport-études, s'ils veulent faire carrière. Alors que moi, à mon époque, à 20 ans en arrière, il y avait 6 chaînes à la télé. On voyait un peu du foot par-ci par-là. Et ça s'arrête là. On ne se disait pas dans nos têtes, je veux faire carrière dans le sport. Pas du tout. Et même moi, encore aujourd'hui... j'ai des réflexions style les sportifs, c'est pas un métier, vous avez jamais travaillé de votre vie, plein de choses comme ça. Donc pour dire que voilà, avant on pouvait pas se dire je vais être sportif de haut niveau. Il y a 20 ans en arrière, à l'école, on pouvait pas dire ça, par exemple. Alors que maintenant, les jeunes enfants, ils peuvent dire oui, je vais être footballeur, je vais être handballeuse. Voilà, mais avant, c'était pas du tout ça. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que ça t'a appris de positif, alors, le sport ? Plein de choses de positif. Moi, je pense déjà, j'aurais pas du tout eu la même vie. Moi, déjà, grâce au sport, je sais que c'est ça qui a fait que j'ai continué mes études, des études que à la base, je voulais même pas faire d'études. Moi, je voulais m'arrêter au bac et puis voilà. Déjà, dans ma famille, j'ai une grande famille. Personne n'a jamais fait des grandes études. Moi, je suis arrivée jusqu'au master parce que justement, être dans le monde du sport, plus mon handicap, j'ai réalisé tout de suite qu'il me fallait un bagage en sortant du monde du sport. Et le fait aussi de faire que du handball, que du sport, voir toujours les mêmes gens. Je voulais voir d'autres gens, donc ça m'a motivée aussi à aller en cours et voir d'autres personnes, même si scolairement je savais pas où j'allais, je savais pas ce que je voulais faire, mais au moins je me disais je vais à l'école, voilà. Je sais pas où ça va m'emmener, mais j'y vais quand même. Ensuite, moi ce que j'explique dans mon livre, c'est que je parle beaucoup de l'amitié. C'est vrai que depuis tout ce qui est sport-études, je me suis fait des amis et ils sont encore là aujourd'hui, donc ça crée vraiment des liens forts parce que les sportifs, je pense, on est les seuls à comprendre tout ce qu'on a pu vivre en fait. Donc tout ce côté-là, amitié. Ensuite, les voyages. J'ai pas mal voyagé. Dernièrement, je suis allée jouer en Guadeloupe. Donc, une belle opportunité de découvrir un nouvel endroit. Un très beau cadre, sachant que j'avais arrêté moi le hand à 25 ans. J'ai repris du coup 5 ans après. C'était seulement pour quelques mois. Mais voilà, pas mal de voyages. Je suis allée jouer en Allemagne. J'ai joué un peu partout en France. Ensuite, j'ai joué pour une équipe africaine, donc j'étais internationale, donc j'ai connu pas mal de pays d'Afrique. Donc voilà, les voyages, rencontrer des mentalités différentes. Il faut savoir que dans le handball, on est issu vraiment de plusieurs milieux différents, donc on a appris vraiment à grandir ensemble, des origines différentes, des religions différentes. On a vraiment ce truc-là où on rencontre des gens ou si on était resté dans nos vies en dehors du sport, des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées. Donc on a tout ce côté-là, en fait. Pour moi, tout ça, c'est vraiment positif. Ouais. Et alors, sur la confiance en toi, parce que tu en parles un petit peu, et c'est couplé d'ailleurs aux séances photos. Je trouve que c'est un sujet intéressant parce que... je trouve qu'en France, l'éducation qu'on donne aux petites filles n'est pas forcément celle de, en tout cas à notre époque, c'est en train de changer, je le sais, mais disons que la confiance en soi, c'est un sujet, c'est un bon sujet, je pense, on pourra en parler longtemps. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire, le sport ?
En fait, déjà, moi, quand j'étais petite, j'étais super timide, vraiment maladif. J'étais super timide, plus mon handicap, où j'étais beaucoup complexée sur des épaules. Hein. Je montrais jamais mes épaules. C'est vrai que déjà, quand moi, je commence à faire des photos, c'était dans le cadre du sport où je suis repérée pour faire une exposition de sportifs de haut niveau. Elles sont magnifiques, ces photos. Merci beaucoup. Et c'est vrai, de là, je commence les shootings photos. Et là, pareil, je vais accrocher avec tout ce qui est le monde de l'image, photo, tout ça. Donc, je vais continuer en tant que modèle photo. Et c'est vrai, ça va énormément me donner confiance en moi, le retour des gens surtout. Et de là, je vais prendre énormément confiance en moi grâce à tous ces shootings photos. Et même avec le sport aussi, d'être tout le temps avec du monde. Quand je vais rentrer en sport-études, là, enfin, je serai dans des équipes où il n'y a que des filles, tout ça. Donc, c'est vrai que faire des photos, être dans le sport, ça va me donner confiance en moi. Enfin, plus je vais grandir, plus je vais prendre de l'assurance. Par exemple, là, aujourd'hui, maintenant, je fais pas mal d'interviews, tout ça. Il y a 10 ans en arrière, ça aurait été impossible. Ça aurait été impossible. Mais voilà, être dans le monde du sport, être dans un club collectif, devoir parler avec des gens tout le temps, devoir s'adapter à plusieurs caractères, tout ça font que on est de plus en plus à l'aise. Et après, faire des photos, souvent, ça donne confiance en soi. J'étais très complexée, alors aujourd'hui, plus du tout. Donc, il a fallu 27 ans, 30 ans, mais aujourd'hui, je suis très, très à l'aise avec ce que je... Enfin, avec mon image, en tout cas. Est-ce que ce serait pas aussi un peu une thérapie, ces séances non, mais moi, je dis que c'est mon échappatoire. Comme j'expliquais, j'allais souvent en cours pour normalement être dans un sport de niveau, faire du sport en tout cas, c'est censé être son échappatoire, mais moi c'est devenu mon métier. Donc après, à côté de ça, j'avais besoin de faire autre chose, donc j'allais à l'école et je faisais mes séances photos. Alors, je voudrais qu'on parle un peu des JO et des Jeux paralympiques. Cette année, c'est déjà parce que les JO sont en France et que fatalement, comme on est en France, on en a entendu parler, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de sensibilisation, en tout cas plus de promotion des Jeux, des JO paralympiques. Et de façon générale, en fait, le message, je trouve, qui a été transmis dans les médias, c'est celui de l'inclusivité dans le sport. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves qu'on a fait des progrès ? Est-ce que tu trouves que c'est insatisfaisant encore ? Alors, on a fait des progrès. Après, je pense qu'il y a beaucoup de communication parce que c'est en France. Et quand c'était à l'étranger, on n'en entendait pas parler plus que ça. Là, c'est vrai qu'il y a un gros effort au niveau de la com. Hein. Ça on ne peut pas le nier. Hein. Donc, moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Après, c'est vrai qu'apparemment, au niveau chiffres... Et le taux de remplissage des stades, ça y est pas encore au niveau de tout ce qui est paralympique. Donc on verra pendant les JO, au jour J. Et surtout, il faut que ça continue après les Jeux. Il ne faut pas que ce soit seulement pour les Jeux où on met en lumière les personnes en situation de handicap, tout ce qui est inclusion, et qu'après les Jeux, on oublie tout ce qui est sport tout simplement et tout ce qui est pour les personnes en situation de handicap. Écoute, je voudrais qu'on conclue cet épisode, on arrive à la fin, par quelques conseils si tu as pour les auditrices qui nous écoutent, qui sont un peu plus jeunes, qui soit font du sport parce que ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir et qui sont en situation de handicap, soit carrément qui veulent poursuivre une carrière. Si je te laisse carte blanche là et que tu veux leur parler directement, tu leur dis quoi ? Pour toutes les personnes qui veulent faire du sport, en tout cas moi je dirais allez-y. Pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap aussi, je pense qu'il faut y aller. Il faut pas se prendre la tête à dire on va me fermer les portes. En tout cas, je pense que les personnes comme moi qui ont pu faire toute leur carrière de sportif de haut niveau dans le secret de son handicap. En tout cas, nous, on fait le nécessaire pour que justement les gens ne cachent plus leur handicap. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on a pu fermer les portes du haut niveau à certaines personnes qui avaient des différences. Donc nous, on fait tout pour déjà pour le handicap invisible, pour que les choses avancent et pour que
que justement tout le monde s'y retrouve, qu'il y ait des catégories pour un peu tout le monde dans le sport aussi, et pour les fédérations, pour les clubs, faire comprendre aussi qu'on peut avoir une différence, un petit truc en plus, et réussir comme moi avec ma carrière, et que ça sert à rien de fermer les portes aux gens qui ont des différences, ou si c'est pas possible d'intégrer les personnes avec des personnes en situation de handicap avec les valides, faire commencer à créer des équipes, en tout cas pour les sports collectifs surtout, pour tout ce qui est handicap invisible, parce que pour l'instant il y a toujours rien malheureusement, et il faudrait commencer à avancer là-dessus. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Simone pour cette interview. J'espère qu'elle t'a plu autant que moi, puis surtout j'espère que tu t'es sentie écoutée, parce que j'ai bien entendu ce que tu as dit au début. Merci à toi de m'avoir reçue.